Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du livre de Montréal. Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à la dernière journée du Salon du livre. Mon nom est Fadoua Lapierre. Je suis journaliste et je suis en très, très bonne compagnie. Alors, j'accueille sur scène, sur nos petites chaises, Marc Fortier, qui est sociologue et auteur de l'essai Devenir fasciste, ma thérapie de conversion chez Luxe. Étienne-Alexandre Beauregard, qui est chercheur à l'Institut Cardus et auteur de l'essai Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur chez La Cité, et collaborateur au livre 11 brefs essais sur la nation, avec aussi le petit essai La fin du château de sable québécois chez Somme Toute. Et Martin Geoffroy, professeur et fondateur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. On a un sujet costaud aujourd'hui, tension idéologique à voir l'esprit critique, comment garder la tête froide dans un monde d'opinion qui s'entrechoque. Ma première question est, quel est l'élément déclencheur de vos œuvres respectives? Ça a été quoi la petite lumière, le petit feu qui vous a donné envie d'écrire ça? Est-ce que c'est à moi de répondre en premier? Oui, je vais y aller. Alors, moi, j'ai écrit un essai dont le titre annonce quand même un livre ironique et un peu écrit sur le mode de la satire, Devenir fasciste, ma thérapie de conversion. Cette idée m'est venue au printemps 2024, au moment où les législatives étaient déclenchées en France et qu'on voyait une poussée de l'extrême droite du Rassemblement national assez considérable et que dans le même moment, aux États-Unis, il m'apparaissait assez manifeste que le Parti démocrate s'enlignait vers une déroute électorale fulgurante. Et donc, je me suis dit, bon, il y a quelque chose qui s'accélère, qui se précipite dans l'histoire politique. Il y a une montée des mouvements politiques, on va dire, autoritaire, une poussée autoritariste dans les sociétés, les démocraties libérales. Et ça me provoquait une certaine inquiétude que j'ai décidé de combattre par l'humour. C'est un livre qui est moins, comme je l'explique dans un des chapitres au début, un livre, même malgré le titre, c'est pas un livre moins un livre contre les fascistes qu'un livre pour la démocratie, c'est-à-dire qu'il essaie de comprendre comment comment les démocraties, au fond, et là, c'est un thème un peu qui recoupe un peu le questionnement de M. Beauregard, c'est-à-dire comment les démocraties s'affaissent de l'intérieur. Mais M. Beauregard a plus d'ambition que moi. Lui, c'est la civilisation. Donc, je lui passe le micro, il pourra m'expliquer. Ouais. Moi, avec Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur, le questionnement était en quelque sorte générationnel un peu. On entend beaucoup parler, la génération Z, est-ce qu'elle vire à droite, etc. Puis moi, je n'ai pas peur de le dire, je l'écris à l'arrière de mon livre, je me décris comme un nationaliste conservateur de la génération Z, mais je suis en 2000, donc je coche toutes ces cases au niveau de l'âge. Et c'était vraiment la question de savoir pourquoi est-ce qu'on a l'impression aujourd'hui en Occident que la cohésion sociale, c'est-à-dire un peu le lien qui nous rassemble, est peu aussi fort qu'il l'a déjà été. Fait que c'est un livre vraiment d'histoire des idées. Je suis allé regarder justement à partir des années 60-70, comment est-ce qu'on a commencé à penser la démocratie différemment? Comment est-ce que c'était plus d'abord, d'une certaine manière, de donner le pouvoir aux citoyens, mais bien davantage de permettre à chacun de vivre dans sa petite boîte, dans sa petite case, un peu isolé les uns des autres. Puis là-dedans, c'est sûr qu'il y a certainement une critique d'une vision contemporaine de la liberté qui tend à se penser contre les institutions qui pourtant sont nécessaires à l'appartenance, au sens qu'on a dans notre vie comme être humain, que ce soit la famille, que ce soit la communauté, que ce soit la nation. Et aussi l'idée d'arriver avec un programme positif, on en reparlera peut-être, mais de dire comment est-ce qu'on est capable, d'une certaine manière, de reconstruire ce lien social-là, comment est-ce qu'on est capable d'aller au-delà de cette dynamique de conflit, d'affrontement des subjectivités qui nous a amené un peu au problème où on est aujourd'hui. Et Martin? Moi, j'ai toujours cherché à comprendre ce que je ne comprends pas. Et je ne comprends pas les extrémismes. Et donc, contrairement à mes deux collègues, moi, ce n'est pas un essai. Le livre, c'est un collectif d'auteurs académiques
Et lorsque j'ai fondé mon centre de recherche en 2016, je voulais réunir des gens de toutes les disciplines. Alors, dans le livre, en fait, on ne parle pas d'opinion, on parle de données. On n'essaie pas de vous convaincre d'être d'extrême droite ou d'extrême gauche. On essaie de décrire au Québec la montée de l'extrême droite en utilisant des méthodes quantitatives, qualitatives. Ce livre-là est assez particulier parce qu'il est le fruit de plusieurs individus qui se sont directement frottés au groupe d'extrême droite pendant 10 ans, les 10 ans qu'on duré le SOFIR jusqu'à maintenant, que ce soit des groupes comme La Meute, Storm Alliance, les Citoyens souverains, qui sont des groupes d'extrême droite. Et ce livre-là prouve que l'extrême droite existe bel et bien au Québec. Et il le prouve par des recherches basées sur du terrain. Et donc, c'est différent quand même de l'essai qui s'apparente plus à la littérature, mais qui peut être très intéressant dans une démocratie aussi. Mais donc, c'est un travail très différent, beaucoup plus académique. Et donc, c'est de chercher à comprendre objectivement ce qui me semble incompréhensible dans une société démocratique, c'est-à-dire l'augmentation de la polarisation sociale entre les extrêmes. Et on le sait, au Québec, on a un lien particulier avec le débat. On n'aime pas la chicane. Moi, j'avais une belle-sœur qui me disait à nos soupers, « Pourquoi vous vous chicanez toujours? » Quand nous, on est dans une famille qu'on aime débattre. Et on déchire notre chemise sur la date de la tenue de l'Halloween, le changement d'heure, tout ces... Mais quand c'est rendu des débats un peu plus épineux, on recule. Est-ce que ce rapport à l'évolution des idées ou notre rapport au débat accentue un peu un manque d'esprit critique dans notre thème là, de dualité? Veux-tu commencer? Je te fais bien y aller. Bien, c'est sûr que, écoutez, je peux parler de mon expérience personnelle. Anti-civilisation est d'abord sorti en France, maintenant sort au Québec. C'est sûr que quand on voit un peu la manière dont les livres, les essais qui sont engagés, ou que j'assume pleinement, sont traités dans les deux pays, c'est sûr que l'approche n'est pas la même. Tu sais, en France, des émissions où on va parler de livres, où on va inviter des gens qui se contredisent tout à fait, ça arrive souvent. Il y a une forme de spectacle là-dedans que moi, personnellement, comme intello, je trouve extrêmement divertissant. Des fois, je me demande pourquoi on s'en prive à l'occasion ici. Puis c'est sûr qu'ici, on n'a sans doute pas la même chose parce que des émissions qui assument vraiment que ce soit du débat sans être, par exemple, des panels politiques où il y a des représentants de chaque parti, on n'en a pas énormément. Après, c'est drôle parce que j'en parlais avec mon ami Rémi Villemur qui est dans l'assistance en ce moment. Il met sa casquette en plus pour pas qu'on le reconnaisse, mais ça marche pas. On en parlait de ça pour dire que je pense que ça a changé dans les dernières années. Par exemple, pour parler de mon livre qui s'assume conservateur, j'ai été invité à Radio-Canada dans les dernières semaines. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir d'y aller, même si je sais bien que ma sensibilité n'était pas la sensibilité dominante. Mais après, pour débattre, il faut savoir aussi être avec des gens qui ne partagent pas nos idées. D'ailleurs, c'est encore le cas aujourd'hui. Je ne pense pas que M. Geoffroy et M. Fortier votent comme moi, mais ça me fait très plaisir d'être assis à côté d'eux autres pour discuter de ça. Fait que je pense qu'on peut avoir un peu d'espoir, on peut se dire que ça change. Parce que moi, en tout cas, j'ai l'impression que depuis le temps que je suis la vie publique, ça s'améliore, ça va dans la meilleure direction. Fait qu'on peut critiquer, mais il faut voir le positif aussi. Messieurs, est-ce que vous êtes du même avis? Bien, vous seriez surpris pour qui je vote, mais bon, ça n'a pas d'importance. Vous voyez la différence peut-être avec le travail qu'on fait tous les deux, M. Beauregard, c'est que moi, je trouve pas ça intéressant, moi, pour qui je vote. Ce que je trouve intéressant, moi, c'est d'étudier la société dans laquelle je vis. Et moi, je suis un enseignant et d'enseigner à mes étudiants puis aux gens dans mes interventions publiques, enseigner les phénomènes sociaux, montrer, pas dire aux gens ils doivent être de gauche ou de droite, mais prendre un sujet comme l'extrême droite, il y a une montée au Québec. Est-ce qu'on peut mesurer ça quantitativement, qualitativement et décrire un phénomène social? Moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas de convaincre les gens de voter pour le parti pour lequel moi, j'aimerais voter. Donc, par rapport à ça, oui, mon approche est très différente. C'est une approche académique. Elle est moins spectaculaire, elle est plus plate. Elle ne passe pas très bien peut-être à la radio, je ne sais pas. Mais donc,
je trouve que dans notre société, justement, on a trop de débats qui sont basés sur des opinions et pas assez sur des faits sociaux et des faits sociaux qu'on peut argumenter avec des sondages, avec de la recherche de terrain. Quand je parle d'extrême droite, là, j'ai passé du temps avec ces gens-là, des groupes d'extrême droite. Je les connais personnellement. Quand je dis que j'ai étudié la Meute, j'ai fréquenté des gens de la Meute. J'ai fait une entrevue avec son chef de l'époque, M. Brouillette, etc. Donc, moi, j'ai une approche, je suis sociologue, mais j'ai une approche aussi qui est très terrain, très anthropologique. Et moi, c'est ça qui m'intéresse dans la vie beaucoup plus que la raison pour laquelle pour qui les gens votent, finalement. Écoutez, là, j'ai le droit quand même, avant de vous engager le débat, à avoir mon opinion. Vous posez la question, évidemment, si on part au ras des pâquerettes à partir de ce qui se passe à Noël dans les familles québécoises, ça, c'est une façon de discuter de notre rapport au débat. On sait qu'au Québec, effectivement, on a traditionnellement, on n'est pas trop porté sur les querelles ou sur la mise en spectacle des débats politiques, contrairement à la France, effectivement, vous avez raison. Peut-être que ça change. Peut-être qu'effectivement, maintenant, il y a des lieux où les discussions et les débats intellectuels peuvent avoir lieu un peu plus. Mais c'est clair aussi quand même qu'au deuxième degré, si on regarde à l'échelle de l'Occident, on va rester dans cet horizon culturel-là, il est assez évident qu'en ce moment, tout le monde a le sentiment, et puis c'est pas juste un sentiment, on l'observe, que la discussion politique part un peu en vrille tout le temps et que que dans l'espace médiatique, notamment, il y a une grande tension autour de la question de ce qu'est la liberté d'expression. Il y a de plus en plus de médias qui sont... je veux dire, quand Robert Murdoch a fondé Fox News aux États-Unis en 1995, il a dit « Je fonde une chaîne de télévision propagandiste ». C'est comme ça qu'il l'a annoncé. Il est parti du principe que tous les médias américains étaient des médias démocrates et que donc, par définition, toute propriété médiatique est adossée à un programme idéologique et qu'il n'y avait absolument rien au-delà de ça dans la propriété des médias qu'une mise en concurrence des opinions. Donc, la liberté de discussion... La liberté de discussion est réduite par Robert Murdoch, qui est un grand propriétaire des médias, à une concurrence entre des opinions. Hein? C'est très important quand même, c'est pas banal comme idée. Ça a comme impact, par exemple, juste un détail, anecdote, quand l'Australie brûle, il y a 5 ans, dans les journaux, pendant tout l'été, dans les journaux de Robert Murdoch, il y a eu 2 articles sur le fait que l'Australie brûlait. Parce que lui, dans le marché de la concurrence des opinions, comme grand propriétaire de médias, il considère que les changements climatiques, ça n'existe pas. Donc, ou que c'est un détail. Et quand quelqu'un comme J.D. Vance va à Munich cette année, vice-président des États-Unis, il fait un discours très important politiquement, il dit l'Europe est en train de sombrer dans une forme de soviétisation politique parce qu'elle utilise des arguments, et c'est son discours, c'est ses mots, comme la désinformation ou la mésinformation pour sanctionner les médias. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, M. Vance? Il est en train de dire, au fond, quand des organismes comme le CRTC ou l'ARCOM, qui sont des organismes institués, qui se sont construits, des institutions dont on peut discuter des fondements, des lois, de bien fonder des décisions, ça fait partie du débat public, mais lui, il dit, quand ces organismes-là qui ont été créés après-guerre pour éviter justement que le débat médiatique et l'espace public deviennent une sorte de foire d'empoigne où le plus fort l'emporte, et le plus fort, c'est souvent celui qui est capable de posséder les moyens de diffusion. Les sociétés ont créé des organismes de réglementation des médias. Aux États-Unis, il y avait le Fairness Act qui réglementait la radio, qui a été aboli par Ronald Reagan au nom de la liberté d'entreprise à la fin des années 80. Mais bon, l'ARCOM existe encore en France. Et quand ces organismes-là sanctionnent les médias pour désinformation, propos haineux, il y a des forces politiques qui disent, ben voilà, c'est une atteinte à la liberté d'expression. Quand ils disent ça, ils ne disent pas, la sanction a été mal appliquée, la réglementation devrait être révisée. Ils disent, le débat public ne devrait être qu'une mise en concurrence des opinions. Et là, effectivement,
pour moi, c'est pour la démocratie, cette conception-là du débat est fort problématique parce que ça, pour rebondir sur ce que vous disiez, M. Geoffroy, c'est que ça dévalorise la réalité je vais prendre un thème que vous appréciez dans votre livre, ça rend dans le fond le bien commun tout à fait secondaire dans le rapport à l'espace public. Et ça me semble quand même un problème, je dirais, civilisationnel, pour prendre votre expression, plus important que... Je m'en réjouis. Oui. Mais il y a plusieurs choses dans votre livre avec lesquelles je m'accorde, c'est juste que je ne les interpréterai pas de la même façon. C'est plus un problème civilisationnel, disons, que les querelles avec ma tante Gertrude Non, mais ça reste quand sur les même... toilettes unisexes. Je comprends tout à fait ce que vous voulez dire, mais c'est comme, Étienne, on se cachera pas, le buzz médiatique, on cherche la clip. Donc, c'est un art aussi, ça, dans le campement là, des idéologies. Ben, écoutez, je sais pas si quand on écrit un livre de 400 pages de philosophie politique, c'est parce qu'on cherche à faire des clips. Cela dit, je pense qu'on a un débat intéressant là, sur la question de c'est quoi la liberté d'expression, c'est quoi la diversité d'opinion, comment on intervient dans l'espace public. Puis, moi, je vais le dire, je me méfie toujours de ceux qui avancent au nom de l'objectivité, ceux qui prétendent ne pas avoir de parti pris. J'aime beaucoup mieux quand on est franc. Moi, je dis ce que je défends, je dis d'où je parle, puis j'accepte qu'il y ait des gens qui soient en désaccord avec moi. Parce qu'à partir du moment où on se pose comme l'arbitre des débats, qu'on décide qui a le droit de parole, qui ne l'a pas, c'est facile d'avoir des dérives. Tu sais, on parlait de l'ARCOM, je m'excuse que c'est un débat un peu franco-français, mais bear with me, comme on dit en anglais. Quand la première chaîne de nouvelles en France est menacée d'être fermée parce qu'on juge que ses opinions ne sont pas recevables, moi, qu'on n'y voit pas un problème pour la démocratie et la liberté d'expression, j'ai bien de la misère à croire ça. Puis, de la même manière, tu sais, on peut parler aussi des think tanks. Pour certains, ça leur donne de l'urticaire. Je crois que c'est ce que j'ai lu sur vos publications, M. Geoffroy. J'espère que tout va bien pour le moment. Mais c'est normal aussi qu'on soit capable d'avoir ce débat-là. Puis, disons d'où nous parlons. Puis, ça ne nous empêche pas de faire des recherches qui sont basées sur des faits, qui ont des chiffres, qui disent des choses qui sont rigoureuses. Mais je pense que le débat, s'il n'accepte pas une part de pluralisme, une part de désaccord, si on a toujours, disons, un arbitre par-dessus qui pense qu'il peut réglementer au risque d'atrophier le débat, ça peut avoir des retombées qui sont négatives, qui ne vont pas aider la discussion démocratique au final. Puis, Martin, si je vous ramène à ce que vous disiez que dans votre texte, c'est très intéressant, vous dites qu'il y a ce qu'on considérait comme l'extrême droite en 2018 est perçu plus comme le centre-droite maintenant. Si je vous... C'est parce que la fenêtre d'Overton d'acceptabilité sociale dans la société, c'est une conceptualisation, elle se déplace en ce moment vers la droite, effectivement. Ça, c'était pas dans mon livre, mais c'est pas grave. Mais je voudrais quand même rebondir parce qu'on m'a décoché quelques petites flèches gentiment. Le Sophir, qui est le centre de recherche que j'ai fondé, réunit des gens de toutes les allégeances politiques. Une personne avec qui je travaille beaucoup, avec qui je co-signe des textes, Frédéric Boilly, qui est politologue, travaille à l'Université de l'Alberta et est un conservateur. Et je suis parfaitement capable de discuter, de travailler avec lui. Pourquoi on est capable de travailler ensemble, même si on n'a pas la même allégeance politique? C'est parce qu'on travaille dans un cadre académique où ce qui compte, c'est pas l'idéologie, notre opinion personnelle, justement, c'est les données. Et quand vous dites que vous vous méfiez des gens qui disent qu'ils avancent, qui disent qu'ils sont, je sais pas, au-dessus de la mêlée ou que, bon, je pense que vous m'avez visé avec ça, là, parce que c'est ça, vous dites sont objectifs. Je ne prétends pas à l'objectivité. Vous venez de nous dire que vous n'êtes pas conservateur. Je vous référerais à un livre, un excellent livre que j'invite tout le monde à lire, un classique de Max Weber qui s'appelle « Le savant et la politique ». Ma position est la même que Weber, qui est une position de neutralité axiologique, qui est une position qui dit que c'est pas que j'ai pas des opinions politiques, j'en ai, et je les expose aussi de temps en temps, mais que je ne mêle pas ces opinions politiques-là avec les données que je gère et les recherches que je fais. Donc, mon objectif, quand je fais une recherche sur l'extrême droite, c'est pas de détruire l'extrême droite, c'est de l'expliquer. Et c'est ça une position de neutralité axiologique. Alors, vous n'avez aucune raison de vous méfier de moi.
Moi, ce qui me préoccupe dans notre société actuelle, pour rebondir sur ce que vous avez dit, c'est que de plus en plus, avec les algorithmes, avec les médias sociaux, tout ça, les gens ne se parlent plus dans des discussions qui sont constructives, mais ils sont en mode performatif. C'est-à-dire qu'on va sur les réseaux sociaux pour performer pour sa gang, que vous soyez de gauche ou de droite. Et je vous donnerai l'exemple du passage de votre mentor la semaine passée, Mathieu Bock-Côté, tout le monde en parle. Quand je regardais les réseaux sociaux après, je trouvais ça incroyable, la réaction. Tu avais plein de gens de droite et d'extrême droite qui disaient « Ah, on les a eus, les sales gauchistes. Mathieu Bock les a encapsulés, les a battus. » Et là, tu avais l'autre côté des gens de gauche qui disaient « Maudit, comment ça se fait qu'ils n'ont pas trouvé un champion de gauche pour l'affronter, pour lui répondre? » Et je trouvais ça formidable, ce mode performatif de notre société où la gauche et la droite voulaient se trouver un champion pour la représenter, hein, et aller se battre. Et quand on parle d'un mode performatif, le danger pour une société démocratique, c'est qu'on n'écoute plus justement l'autre. Et je l'ai lu, votre livre, moi aussi. On n'écoute plus l'autre, on n'écoute pas ce qu'il dit, on n'essaye pas de le comprendre. On essaie juste de performer sur les réseaux sociaux pour épater la galerie. Et il est là le danger pour la démocratie parce qu'on est maintenant dans des chambres d'écho. Et ça, c'est documenté par mon collègue, le sociologue français Gérald Bronner, dans son dernier livre « À l'assaut du réel » ou « La démocratie des crédules ». Et donc, on s'éloigne d'une démocratie de la connaissance, et c'est ce que moi, je souhaite pour notre société, et on va vers une démocratie des crédules. Bien, peut-être au risque de vous surprendre, je suis d'accord avec au moins 70 de ce que vous venez de dire. Puis, parlons-en de l'entretien de Mathieu, à Tout le monde en parle, parce que je pense que c'est un bon exemple. Parce que moi, je l'ai lu, le livre, justement, Les deux Occidents. Moi aussi, j'ai entendu la thèse être discutée. Fait que c'est sûr qu'à partir du moment où on est reçu avec une brique et un fanal, ce qui était manifestement le cas, c'est difficile d'exposer ses idées. T'sais, il y a peut-être eu une question sur le fond du livre, la différence entre l'Europe et l'Amérique aujourd'hui. Tout de suite, on est passé à « dans vos propos, ne défendez-vous pas telle théorie infréquentable ». Puis c'est sûr que quand on l'aborde sur ce mode-là, puis sans doute que c'est un travers de nos médias aujourd'hui où tout le monde, c'est pas le propre d'un camp idéologique, cherche à coincer, cherche à mettre en boîte, bien, c'est sûr qu'effectivement qu'on ne se rend pas nulle part. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère encore la lecture à la télé ou autre. Est-ce que vous vouliez... Non. Moi, OK. j'ai donné Mathieu Bock-Côté, je repasse plus là-dessus. Parfait. On entend souvent que parfois dans les discours, dans la sphère publique, pour aller chercher plus d'adeptes, vous en parlez aussi, Marc, au niveau de qu'on fait peut-être une forme d'autocensure, donc, ou on essaie d'adoucir nos discours. Est-ce que vous pouvez un peu développer cette idée-là? Je suis pas sûr de comprendre votre question. Moi, Ben, j'adoucis pas mes discours. Non, mais des fois, pour charmer dans la sphère publique, vous disiez qu'il y a des gens qui disent pas nécessairement tout ce qu'ils pensent ou qui... OK, Mais sinon, si ça vous fait pas, je peux vous poser Là, d'autres je me questions. souviens pas d'avoir dit ça, mais parce que je commence à être vieux, j'oublie ce que j'ai dit. Mais je pourrais quand même, pour ce que je dis, je vais me poser une question et y répondre. Ce que je dis dans mon livre, dans le fond, mon livre est construit sur l'idée que je m'inquiète un peu plus, je m'inquiète un peu moins du bruit des bottes que du bruit des pantoufles. C'est un essai qui réfléchit sur... En fait, c'est là qu'on a vraiment un point commun avec M. Beauregard. C'est là on a comme le même objet qui réfléchit sur le désengagement ou la perte de compréhension des institutions qui rendent possible la liberté dans la société et qui rendent possible des formes de solidarité sociale instituées qui rendent possible la liberté, qui rendent possible la démocratie. Et ma thèse de l'affaissement intérieur de la société, et quand j'ai dit au début que c'était beaucoup moins un livre contre le fascisme, hein, qui se posait moins la question de contre quoi sommes-nous que plus pourquoi nous pourrions être. Mon livre, dans le fond, s'interroge plus sur cette question-là de l'affaissement intérieur de la société, qui est le problème qui préoccupe M. Beauregard aussi. Et aussi, je pars du principe qu'il y a comme une sorte d'individualisme égocentrique qui accentue ou qui est à l'origine de cette crise-là.
La différence, c'est que je considère que dans les 50 dernières années, la force politique réelle qui a causé cet affaissement-là, c'est le conservatisme. Alors que M. Beauregard termine en disant que c'est notre planche de salut. Et là, là-dessus, il ne pourrait pas y avoir un plus grand désaccord. Je pense que c'est un désaccord dont on peut discuter parce que là-dessus, c'est pas juste une question subjective, il y a comme une objectivité des faits qui me donne raison, bien entendu. C'est-à-dire qu'il y a un peu comme du shadow boxing dans l'opinion publique. Là. C'est comme si on se disait ça va vraiment mal à notre société, puis au fond, c'est de la faute aux gauchistes, des Radical 60s, des professeurs d'université, de Francis Dupudéry, de Martine Delvaux, de je ne sais pas trop qui. Ben, le mouvement anti-intellectuel. Là, Il y a comme de fascistes. ou des fascistes. Moi, je dis des fascistes, oui. De l'anti-intellectualisme. Mais avant d'arriver aux fascistes, ce que je dis surtout, c'est que ben là, la société dans laquelle on vit, le monde dans lequel on est avec ses problèmes, vous en relevez quelques-uns que je partage, c'est quand même le monde qui est engendré par 50 ans de domination politique conservatrice. La globalisation, c'est le programme de Ronald Reagan, puis de Thatcher, puis de Brian Mulroney. C'est pas le programme d'obscurs gauchistes incapables de faire une politique. La crise écologique, c'est une crise de l'économie, d'une économie débridée qui s'est dérégulée, qui s'est émancipée des formes de régulation sociale qui l'avaient un peu attachée dans l'après-guerre et qui menace. Il n'y a pas un mot sur la crise écologique. Moi, écrire un livre sur la fragilité de la civilisation sans avoir un mot sur la crise écologique, je trouve que c'est quand même un angle mort assez considérable. Et tous ces problèmes-là sont quand même causés par des politiques. Donc, il y a une réponse conservatrice aujourd'hui à des problèmes politiques créés par le conservatisme. Il n'y a peut-être pas de solution à gauche, ça sera un autre sujet de discussion, mais cet affaissement de la démocratie-là n'est pas causé par d'obscures théories post-structuralistes qui ont animé une poignée d'étudiants dans le 6e arrondissement en mai 68. Je suis désolé, ça n'a aucun sens sociologique comme proposition. Je ne vois pas à quoi ça correspond dans le monde réel dans lequel nous vivons. Mais là, vous allez me répondre, puis peut-être que vous allez m'éclairer, puis que je vais me convertir, mais j'ai comme un doute. La thérapie de conversion n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Peut-être que c'est moi qui y parviendra. Ben, je vous écoute sincèrement. Non, mais pour vrai, je pense que dans l'énoncé qui vient d'être nommé, l'angle mort, peut-être, c'est la différence entre le conservatisme et le libéralisme. Tu sais, dans la mesure où moi, je ne suis pas outre mesure libertarien, dans mon travail chez Cardus, je travaille à partir de la tradition sociale chrétienne qui est difficile à placer sur le spectre gauche-droite, qui nous a donné notamment des politiques comme celle de la Révolution tranquille. Puis moi, la question qui m'inquiète, puis la question dont je parle, c'est vraiment celle du lien entre les citoyens. Et à ce moment-là, j'ai l'humilité de ne pas parler des questions dont je ne suis pas un expert. La crise climatique en est une. La question économique non plus. J'ai des amis, notamment à droite, qui m'ont dit « Ah, t'aurais dû parler des politiques économiques, etc. » Je ne suis pas économiste. Oui, mais sauf que ça donne ça donne un... Comment je pourrais dire? Dans votre livre, ça ressemble vraiment... Moi, j'ai reconnu... Je suis vieux, là, j'ai vécu cette période-là, mais je ne vais pas invoquer ça. La jeunesse a souvent raison sur la vieillesse, surtout que comment on devient sénile en vieillissant. Donc, je n'invoque pas mon âge pour me donner raison, mais je suis assez vieux pour avoir entendu Margaret Thatcher dire quelque chose qui, à mon avis, correspond mot à mot à ce que dans votre livre. Il n'y a rien de tel que la société. Il n'existe que des familles et des individus qui s'associent. Et votre livre... Non, mais votre livre, c'est ça que ça raconte. Parce que dans votre livre, la civilisation, c'est la famille, la nation. Mais dans votre livre, il n'y a rien, il n'y a pas aucune autre institution. La société, là. Non, mais la société étatique résume tout. Non, laissez-moi finir. Une société, moi, j'en ai une famille. Là. Je suis comme le héros et le méchant de votre livre. Je l'ai pas écrit en pensant à vous. Non, je sais. Mais vous auriez pu. Je suis l'intellectuel de gauche qui développerait le culte des minorités qui détruit la civilisation, mais je suis aussi membre de la classe moyenne qui est avec la même femme depuis 30 ans, qui est mariée, qui a 2 enfants. Donc, je suis la planche de salut de la civilisation, si je me fie à votre livre. Et je pourrais vous dire... Juste mauvais, vous voyez? Non, pas tout à fait. Je suis tout à fait engagé, moi, dans vos valeurs. La famille, c'est quelque chose à laquelle je suis très attaché. Et sauf que la famille, pour avoir élevé des enfants pendant 20 ans, je peux vous dire que c'est à côté sur le travail. Hein? La relation entre la famille et le travail, il n'y a pas personne ici qui a des enfants qui ne vont pas vous dire que le premier problème qu'on frappe quand on est parents, c'est le temps qui nous reste pour s'occuper de nos enfants. Puis ce temps-là, il est mangé par quoi? Il est mangé par le travail.
Et on ne peut pas dire on va sauver la civilisation avec la famille puis la nation, puis il n'y a rien à voir entre les deux. Les écoles, les villes, le travail, les syndicats, les patrons, les investisseurs. Parce qu'il y en a des relations sociales. Je vous comprends, je ne suis pas spécialiste de toutes ces relations sociales-là, mais de toutes les effacer, c'est pas pour moi quelque chose qui est accidentel dans votre livre. C'est le programme du conservatisme depuis 50 ans que d'effacer la société, de l'oublier. Mais c'est Thatcher. There is no such thing as a society. Ouais, mais il y a juste des individus. libéral conservateur, moi, je Votre livre, ben non, là, attendez, je fais une grosse critique du libéralisme pendant à peu près la moitié du livre, puis je revendique directement après un conservatisme qui se veut post-libéral. Messieurs, je vous ramène à notre Ben, ça- thème. Oui. Oui. Ouais, non, on est dans le thème, là. Oui, oui, je le sais, mais... Hey, chicanez-moi pas, là! Moi, Là, on est dans le thème, on est dans le performatif. Alors, Martin, j'aimerais savoir, tu sais, dans le discours ambiant, on entend justement beaucoup les termes fascistes, woke, c'est la première pancarte là, qu'on lance, qui sont parfois galvaudés. On les prend pas au sérieux, on lève les yeux dans les airs. Est-ce que vous sentez cet impact-là dans vos études? Ben, écoutez, je trouve que, notamment au Québec, on utilise le mot fasciste avec beaucoup de facilité là, du côté de la gauche. La plupart des historiens du fascisme que je connais, puis j'en connais des très bons, vous diraient que le fascisme, ça n'existe pas au Québec. Là. C'est quelque chose qui est très historiquement daté. Peut-être un néo-fascisme, peut-être autre chose. Là. Moi, je serais plus favorable à dire qu'il y a de l'extrême droite. Là. Je sais qu'il y en a qui disent que ça n'existe pas. Mais bon... de l'autre côté, l'appellation woke, c'est une appellation fourre-tout qui est utilisée par la droite pour faire agiter des épouvantails. Et donc, que ce soit le woke ou le fasciste en tant qu'épouvantail, ça sert à quoi un épouvantail? Bien, ça sert à faire peur aux gens pour les convaincre de venir de notre côté politique, finalement. Je pense que la réalité est jamais quelque part entre les deux. Mais ce que j'ai noté dans les deux livres, parce que j'ai lu les deux livres, c'est que les auteurs avaient beaucoup de difficultés à rattacher le terme woke, justement, le terme fasciste au Québec. Et donc, dans le cas de M. Beauregard, les exemples de wokisme venaient beaucoup de la France, de l'Europe. Il n'y avait presque rien du Québec. D'ailleurs, le seul auteur québécois, je pense, qui cite, c'est Mathieu Bock-Côté. Excusez. Et même de droite, je cherchais d'autres auteurs de droite. Et du côté de M. Fortier, ben, les exemples étaient surtout européens, américains, où c'est sûr que le fasciste, quand on va parler du régime de Donald Trump, ben là, le lien est beaucoup plus facile à faire qu'au Québec. Moi, je fais quand même une distinction entre François Legault et Donald Trump en termes de régime. Là. On est très loin du fascisme au Québec. Mais je trouve que justement, du côté de la gauche, ce que j'observe sur les réseaux sociaux, c'est qu'on utilise avec beaucoup de légèreté le mot fascisme. Et c'est un phénomène qu'on appelle le confusionnisme. Alors, le confusionnisme, c'est que de part et d'autre, que ce soit à gauche comme à droite, on va essayer de créer une certaine confusion autour des définitions et des appellations qui va faire en sorte qu'à un moment donné, ça ne veut plus rien. Plus personne ne sait ce que ça veut dire. Woke, chaque personne a sa définition de woke, chaque personne a sa définition d'extrême droite. Et d'ailleurs, dans mon livre, mon collègue Frédéric Boilly a fait dans le chapitre une excellente définition de l'extrême droite où il va amalgamer plusieurs définitions que je dirais canon dans les travaux académiques. Et vous en voulez une bonne définition de l'extrême droite, vous l'avez dans ce livre-là. Une définition académique qui n'est pas motivée par une polarisation sociale qui est performative. Bien, justement, Étienne et Marc, comment vous pouvez transmettre un peu votre pensée en demeurant constructif sans tomber dans les pièges faciles d'exacerber les tensions? Parce qu'il y a comme une responsabilité aussi ou pas, selon vous? Ben, c'est-à-dire que je pense que quand on écrit sur les antagonismes politiques, c'est logique et légitime d'expliquer sur les points sur lesquels on diverge. Je pense que quand on fait de la philosophie et qu'on fait de la pensée politique, pour pas confondre les termes, justement, c'est bien parfois d'être capable de tracer la ligne puis de dire
voici où la gauche et la droite, les fédéralistes et les souverainistes sont en désaccord. Puis rendu là, oui, c'est sûr qu'on peut défendre un programme, mais si on est capable d'en faire une cartographie au moins honnête ou qui se base sur quelque chose qui est capable d'identifier des vrais points de désaccord, moi, j'ai pas de problème. Puis l'appréciation de mon ouvrage que M. Fortier nous a servi, je n'ai pas de malaise avec ça du tout. Je vois qu'on a des lectures différentes. Admettons, si on quitte les sociologues ou les philosophes, mais plus pour monsieur, madame, tout le monde, parce que c'est eux aussi qui sont... Moi, je vais dire quelque chose de gentil sur M. Beauregard en répondant à votre question. Le livre de M. Beauregard se trompe sur le fond, selon moi, mais a une grande qualité, c'est qu'il a été écrit pour être entendu et pour être réfuté. C'est-à-dire que, non, mais je ne dis pas, c'est vraiment sans sarcasme. Je pense que si on écrit un essai et qu'on le construit de telle manière à ce que le lecteur puisse rentrer en dialogue, c'est ce que j'entendais par réfuter avec le propos, on est déjà, on n'est pas, même si on a une prise de position politique et son livre est orienté politiquement, c'est pas juste un livre de description philosophique, c'est aussi un livre de proposition, mais ça, c'est tout à fait honnête et correct. Si le livre est construit de façon à permettre au lecteur de se l'approprier puis de pouvoir être en désaccord ou en accord avec, on peut prendre position et contribuer réellement au débat. Et donc, sur le plan formel, moi, je suis éditeur, je juge le livre de M. Beauregard a quand même ces qualités-là. Après, il se trompe, mais ça, c'est mon opinion. Et si on termine sur une note positive, là, on voit parfois une nation... oui, c'était positif. Mais c'est... Parfois, on a une nation qui se tient comme avec les événements sportifs, on le voit, ou des événements culturels, ou des mouvements comme le boycott des produits américains, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cet espoir-là que voir que les liens de la nation restent forts quand il y a certains éléments déclencheurs, selon vous? Ben, si vous me permettez, oui. Moi, je fais partie d'une nation très forte qui s'appelle Longueuil. Et d'ailleurs, j'ai un ami au cégep qui fabrique des T-shirts où on dit Longueuil, un pays dessus, qui est magnifique. Et cette nation forte, je l'illustrais de cette manière-là, c'est que l'équipe de Catherine Fournier, qui est d'ailleurs ici cet après-midi, qui est une équipe qui est diversitaire, c'est-à-dire qui reçoit tous les gens de la diversité et des personnes qui sont très jeunes aussi, souverainistes en passant. Ben oui. Et donc les dernières élections à Longueuil, 90% de la population a voté avec beaucoup d'enthousiasme pour cette équipe-là. Une équipe qui est très appréciée. Moi, j'ai fait vous montrer que je suis engagé politiquement aussi. Je fais du porte-à-porte cet été avec ma candidate et les gens étaient ravis de tout ce qui avait été fait à Longueuil et j'étais surpris. Je pensais de me faire... j'avais un brin de cynisme politique. Je pensais qu'on se ferait fermer la porte au nez. Partout, les gens disaient « on est satisfait, on est satisfait ». Je trouvais ça remarquable. Donc, ce n'est pas tout le temps de l'insatisfaction. La nation, entre guillemets, en tout cas, de la manière dont je sens ma population à moi en tant que Longueuillois. Donc, vous dites que Longueuil va sauver la civilisation. Je ne sais pas si Longueuil va sauver la civilisation. Je ne sais pas si c'est vraiment plus... Non, mais je suis très sérieux, tout en étant pince sans rire, là, mais je pense que le modèle qui a été développé, de la façon de faire de la politique à Longueuil, que Mme Fournier a développé, est un modèle d'avenir parce que les gens de Longueuil sont très fiers de ce qui a été fait. Puis il y a une unité parmi les citoyens de Longueuil, mais dans la diversité. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne sont pas d'accord avec plein d'affaires, là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut effectivement, à un moment donné, il faut faire attention aussi d'être trop négatif aussi, de dire qu'il est impossible de faire l'unité. Puis je pense que au niveau, on l'a vu au niveau, pas seulement de Longueuil, mais au niveau de quelques villes, on a vu du renouveau démocratique récemment avec beaucoup de jeunes maires. Politique de proximité. Une politique de proximité, tout ça. Et ça, je pense que c'est peut-être ce qui manque actuellement dans la politique, c'est un manque de proximité. Même à New York. Oui. Même à New York, un communiste à New York. Un communiste ami avec un fasciste. On a vu ça cette semaine. Oui. Et donc voilà, c'est possible de le faire. Parfait. En une minute, messieurs, est-ce que... Je ne sais pas. Ben,
Je pense que c'est un bon point que M. Geoffroy fait. Puis après, il faut, je pense que c'est une unité qui est plus facile à faire à petite échelle qu'à une grande échelle. Je pense que si 90% des Québécois votaient pour le même parti, on se poserait des questions. Mais je pense qu'il y a aussi, après, quand on commence de petite échelle comme ça, puis qu'on côtoie des gens avec lesquels on n'est pas toujours d'accord, ça permet au moins de se respecter quand on va avoir des différences. Puis pour moi, tu sais, la question d'est-ce qu'on appartient tous à la même nation, etc., à partir du moment où on prend part au débat, qu'on débat du même objet, ben, on fait partie d'un débat. Tu sais, il y a une forme d'appartenance qui émerge, à mon sens, du fait qu'on est capable de discuter d'un même enjeu en sachant très bien de quoi on parle, puis que d'une certaine manière, nos désaccords font qu'on se comprend. Tu sais, c'est pas comme si il y en a un qui joue au baseball puis l'autre joue au hockey. Là. Tu sais, je veux dire, je pense que dans le panel, par exemple, on parlait tous à peu près des mêmes enjeux puis on savait très bien de quoi il était question. Fait que d'une certaine manière, je pense que d'une diversité d'opinions peut émerger une forme d'unité au sens où on se comprend quand même malgré tout. Ouais, moi, je termine mon livre. Vous terminez votre livre dans une page sur l'amour que j'ai trouvé très belle. Moi, je termine sur l'amitié et c'est quand même cette idée que toutes les formes d'engagement dans la société où à chaque fois qu'on fait quelque chose ensemble et qu'on se donne un objet, même si on se dispute sur le sens de cet objet-là, mais c'est le fait d'avoir un objet extérieur qui nous permet d'échapper à la polarisation, quitte à en débattre. Mais c'est sûr que si cet objet-là disparaît, si ces lieux d'engagement-là disparaissent, et c'est pour ça que c'est l'objet de mon livre à moi, d'ailleurs, de plaider pour la nécessité de ces espaces, de ces lieux, de ces institutions, ces formes de solidarité-là, pour rendre la liberté possible. Là-dessus, on est d'accord. Bien, je vous remercie. On aurait pu poursuivre cette discussion-là pendant 1 heure. Les gens au public, malheureusement, n'ont pas pu prendre les questions, mais j'imagine que, messieurs, vous pourrez être disponibles. Peut-être souligner qu'on est, je pense, tous les trois en dédicace à partir dans une quinzaine de minutes pour ceux que ça super, intéresse. parfait. Alors, Martin Geoffroy, professeur et fondateur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Vous avez co-dirigé le Canada à l'épreuve du complotisme, du populisme et du régionalisme 2018-2023 aux presses de l'Université Laval. Étienne Alexandre Beauregard, chercheur à l'Institut Cardus et auteur de l'essai Anti-civilisation, pourquoi nos sociétés s'effondrent de l'intérieur chez la cité et collaborateur au 11 bref essais sur la nation chez Somme Toute. Et Marc Fortier, sociologue, éditeur et auteur de l'essai Devenir fasciste, ma thérapie de conversion chez Lux. Merci.